dans le cours de la campagne présidentielle, nous éditons à intervalles réguliers, et si possible dans un calendrier aussi maîtrisé que possible, une série de documents qui nous définissent. Alors c'est à la fois une définition politique et une définition programmatique. Je m'empresse de vous dire, juste par précaution intellectuelle, le programme L'Avenir en commun est un programme de transition entre un modèle de société, avec tout ce qui va avec, pour les sujets qui nous occupent, défense et géopolitique, le système géopolitique dans lequel il s'inscrit, à une autre société, résumée dans une phrase assez générale, j'en conviens, mais principielle, qui dit une société d'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. Cette formule est assez productive pour être beaucoup employée, mais un programme de transition entre une forme de société et une autre dont les contours ne sont pas dessinés. Alors, ça veut dire deux choses. Un, que les contours ne sont pas dessinés, au contraire de la longue histoire qui a précédé l'effondrement du mouvement communiste et du mouvement social-démocrate, où il y avait une vision plus précise du type de société qu'on voulait construire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, comme le programme est extrêmement complet, touche à toutes sortes de sujets, et prévoit pas juste des transitions, qui est le mot qui enfin s'est généralisé, mais nous on parle de bifurcation, avec tout le contenu que ça a d'un changement de trajectoire. Donc une bifurcation, tout le monde voit ce que c'est. C'est pas de même nature qu'une transition dont on peut supposer qu'elle va se dérouler comme en quelque sorte dans le prolongement naturel de ce qui aujourd'hui, c'est pas vrai. Il y a des ruptures, et en matière de géopolitique, de politique de défense ou de stratégie de militaire. Bon, c'est un changement. Il se trouve que Bastien Lachaud, qui est notre commissaire numéro 1 à la commission de la défense de l'Assemblée nationale, et moi-même qui me trouve à la commission des affaires étrangères, nous avons tous les deux, pour des hasards de l'existence, manifesté de longue main notre intérêt pour les questions militaires. Si vous tenez compte de mon âge, vous réaliserez que lorsque j'ai eu à m'y intéresser, c'était pour des causes qui étaient moins, comment dire, pures qu'elles peuvent paraître aujourd'hui. Il y avait à l'époque, pratiquement tous les ans, une révolution socialiste quelque part. J'étais moi-même de cette famille idéologique. Et il y avait des guerres, il y avait des... Et étaient encore toutes fraîches toutes les questions militaires de la Deuxième Guerre mondiale, puis de la guerre des Chinois contre les Japonais. Enfin bref, dès qu'on y mettait le doigt, on avait un sujet immense à étudier. Donc on s'est bien retrouvés tous les deux à travailler sur l'idée qu'on se fait du système de défense de notre pays. Nous voyons tous les deux la question par le même bout de la lunette. Nous croyons d'abord que ce qui commande, c'est la géopolitique, puis la stratégie, et que les moyens viennent ensuite. Les débats sur les moyens. La géopolitique, dans le moment auquel nous vivons, elle est marquée par un renversement de l'ordre du monde, un renversement géopolitique par l'émergence comme puissance dominante, dominante au sens économique du terme, de la Chine, et comme puissance en déclin et en situation d'immense fragilité, les États-Unis d'Amérique. Et à cette montée d'antagonisme, puisque aujourd'hui cette situation s'est installée dans l'antagonisme, correspond en substrat au legs de tous les problèmes de la période passée. Et parmi les problèmes de la période passée, il y a les très vieux problèmes et puis les problèmes plus récents. Alors les très vieux problèmes, on ne va pas en faire la liste, mais elle est facile à établir. Les plus récents, l'essentiel résulte de l'effondrement de l'Empire soviétique, qui n'a été accompagné dans l'ère moderne, c'était la première fois, d'aucun traité réglant cet effondrement. Tant et si bien que tout s'est fait à la va comme je te pousse, et qu'on ressurgit toutes sortes de questions enfouies et des délimitations de frontières incertaines dont nous héritons maintenant, non pas dans le calme d'une situation où dominants et dominés sont clairement établis, mais où tout le monde pense pouvoir tirer son épingle du jeu. Les États-Unis d'Amérique
étant la puissance en déclin, la puissance fragilisée, elle-même, ce pays n'arrive pas à trouver quel va être son centre de gravité et donc le dessin de sa géopolitique. Les uns tirent à U, les autres à dia, et dans une nation qui, sur 229 ans d'existence, en a passé 222 en guerre, dont le territoire national est composé pour la moitié, dont le territoire national est composé de la moitié du territoire du voisin, le Mexique, pris de force, on imagine que ce n'est pas sans conséquence. Alors, dans cette maison et entre nous, peut-être de manière plus vive qu'ailleurs, nous n'avons jamais cru que c'était une puissance bienfaisante, ni non plus à tous les récits extrêmement émouvants qui sont faits sur la nature de notre amitié immortelle avec eux. Nous pensons qu'ils ont des intérêts, ils agissent en fonction de leurs intérêts, et nous aussi, et la lucidité commande que nous aussi, on agisse en fonction de nos intérêts. Mais pour terminer sur les États-Unis d'Amérique, terminer si j'ose dire, il y a visiblement non seulement une déchirure dans la démocratie, qui est censée être la raison d'être, la valeur emblématique de ce pays, telle qu'on a pu l'observer dans la fin de la période Trump, mais encore aujourd'hui, une confrontation entre différents systèmes internes qui conduisent, entre autres choses, et en bout de chaîne, à ce qu'il y ait deux lignes, les uns disant le problème, c'est la Chine, et les autres disant le problème, c'est la Russie. Je ne m'étends pas sur les raisons pour lesquelles ces deux clans sont formés et à quel réseau profond ils font appel dans les États-Unis d'Amérique. Mais même si l'on est un allié enthousiaste et à jamais halluciné de bonheur dans l'alliance, bon, ça pose quand même un problème à tous ceux qui sont les amis de cette alliance, et qu'on ne voit pas de quel côté se porte l'effort des États-Unis. Alors, nous, dans tout ça, commençons par dire que notre vision de la place de notre pays est la suivante. Nous ne croyons ni à l'OTAN, ni à la défense européenne, qui en est la déclinaison régionale. Nous ne croyons d'ailleurs pas qu'il puisse avoir une défense qui soit autre chose européenne, qui soit autre chose qu'une succursale de l'OTAN. Alors on peut, bien sûr, on pourrait avoir le vœu qu'une telle défense autonome, etc., existe, mais ce n'est pas une hypothèse sérieuse compte tenu des états d'esprit, des traditions politiques de chacun des pays concernés dans le cadre de l'Union européenne. Donc nous croyons à l'indépendance de la France et à la nécessité à partir de là de construire une souveraineté dans le domaine militaire et dans le domaine de la géopolitique, qui ne dépendent du bon vouloir de personne. Alors ça nous a conduit à hiérarchiser, comme nous n'appartenons pas à l'école de ceux qui discutent des budgets militaires dans le vide. Il faudrait que ce soit 1%, 2%, 3%, ça n'a pas de sens. Ni non plus qu'on nous parle des ambitions de l'armée française. Ni la France, ni son armée n'ont d'ambition, nous ont des missions et des objectifs. Et c'est à la lumière des objectifs qu'il faut mesurer les moyens à déployer, point. Et en fonction de l'idée qu'on se fait de la géopolitique, on déploie une stratégie, point. Alors, dans cet ordre de la hiérarchie des missions, la première d'entre elles, c'est la protection du territoire national à n'importe quel prix. Et cette protection est assurée depuis maintenant un certain nombre d'années par un outil militaire dont la doctrine d'emploi est connue, c'est la stratégie de la dissuasion. La stratégie de la dissuasion consiste à laisser entendre à qui voudrait agresser notre pays qu'il lui en coûterait davantage que de bénéfices à nous attaquer. Et que la riposte serait évidemment ce qu'elle doit être, c'est-à-dire, il faut bien le dire, cruelle et implacable. Et ici commence le premier sujet de réflexion. Il y en aura plusieurs. C'est la raison pour laquelle je veux dire dès le début que nous sommes partisans, dans l'hypothèse où nous aurions à présider le pays, de tout recommencer par ce qu'on appelle par tradition un livre blanc, c'est-à-dire une réflexion sur les moyens militaires, les objectifs bien sûr, les moyens militaires, au regard des sauts technologiques qui ont été opérés cette dernière décennie, sachant que la revue stratégique n'a pas donné les résultats qu'on devait en attendre, ni non plus la loi de programmation qui est bâtie tout entière sur des concepts et des instruments qui datent davantage de la fin du XXe siècle
que du début du XXIe et des questions qu'il soulève et des moyens qu'il propose. Donc la première des questions que nous nous posons, c'est celle de l'efficacité de la dissuasion avec l'outil nucléaire. Cet outil est réparti entre des avions capables de transporter ces bombes et 4 sous-marins capables de les tirer depuis la profondeur de l'océan. Pour ce qui concerne les avions, on ne va pas trop s'étendre sur pas la faiblesse, j'essaye de peser mes mots parce que je ne voudrais pas donner à penser des choses qui ne sont pas, mais disons que ça paraît être un moyen moins certain, moins définitif que les sous-marins aujourd'hui. Les sous-marins, tout repose sur le fait qu'on ne soit pas capable de les détecter. C'est sur ce point qu'existent les plus grandes interrogations, à la fois par les moyens terrestres, c'est-à-dire que on s'est aperçu que la pose de très nombreux câbles dans les océans faisait en quelque sorte comme un système de cordes de guitare, et quand passe un gros objet, les cordes se mettent à résonner et produire de la musique. Ce qui fait que les sous-marins, même en eau très profonde, pourraient finir par être décelables par ce moyen. Mais il est aussi tout à fait possible qu'il le soit par des drones sous-marins, dont l'apparition est assez récente dans les technologies militaires, et enfin, et surtout, et par-dessus tout, depuis l'espace, puisque depuis 2018, au moins un pays ne se cache pas d'essayer de le faire, qu'est la Chine, qui elle-même a une flotte sous-marine de drones extrêmement importante, qui lui permet de jouer un rôle que personne n'arrive à mesurer au juste aujourd'hui, mais dont on est absolument tous certains qu'il a une réalité. Dès lors, voilà pour la Terre, et puis après, il y a la deuxième dimension, qui est l'espace. Et là, nous avons vu des choses se mettre en place sans aucune discussion, sans aucune réflexion connue de ceux qui ont à en connaître. Alors, les États-Unis ont créé un état-major de l'espace. Ils ont décidé donc de fait la militarisation de l'espace. Les Français, sans une seconde de discussion à l'Assemblée nationale, ont également décidé de constituer un état-major qui est maintenant celui de l'armée de l'air et de l'espace. Et nous avons accepté en même temps la présence à Toulouse du quartier général de l'OTAN pour l'espace, et même participé à des manœuvres communes avec les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne, dont on se demande ce qu'elle vient faire là, et qui, pour nous, ne nous convient pas du tout. Donc nous ne voulons pas de l'OTAN, ni dans l'espace, ni nulle part ailleurs. Nous ne voyons pas très bien ce que les Allemands viennent faire là, et nous sommes pour que la France soit indépendante aussi dans l'espace. Mais clairement, ça met en cause la stratégie de la dissuasion nucléaire. Donc on se comprenne bien, notre position est favorable au concept et à la mise en œuvre d'une stratégie de dissuasion dont le principe est « il vous en coûtera plus cher de nous attaquer que de ne pas le faire ». Et depuis l'espace, il nous semble qu'il est possible d'infliger à un adversaire à terre des dégâts d'une intensité et d'une intensité qui peuvent produire des résultats comparables à ce qu'on obtiendrait avec un ou des tirs nucléaires. Pourquoi ? Parce que, sans qu'il y ait besoin d'être un aigle, on comprend bien que tous les moyens de transmission qui se trouvent dans l'espace, et ils sont très nombreux, pouvant être détruits depuis la Terre ou d'une position dans l'espace vers une autre, on couperait l'adversaire de la plupart de ses moyens de communication, et ce serait un moyen de le détruire ou de le rendre incapable de se défendre ou d'attaquer sur Terre même. Donc la question que nous posons comme objet de débat, c'est de savoir si notre intérêt n'est pas de transférer dans l'espace les moyens de la dissuasion. Je dis bien les moyens de la dissuasion, ce qui ne veut pas dire les moyens nucléaires. Personne ne parle de ça aujourd'hui. Mais de transférer dans l'espace le mécanisme général des moyens de la dissuasion. Si bien que d'une mauvaise chose en viendrait une bonne, c'est qu'à partir de là, le démantèlement des stocks d'engins nucléaires à terre est possible, puisque de facto, il ne sert plus à rien. C'est une des questions qu'on veut mettre en débat. On a du mal à obtenir le débat. On a eu une réponse du président de la commission, non,
D'accord, du responsable LREM des questions de défense, qui a répondu au papier qu'on a publié, Bastien et moi, dans Le Monde, par un autre papier qui est totalement respectable, puisqu'il ouvre la discussion, mais qui en gros nous explique l'ampleur de la performance, de la dissuasion nucléaire, des personnels qui la servent et tout ça. Toutes choses que nous ne mettons pas en cause. Ce que nous mettons en cause, c'est l'arme elle-même. Est-ce qu'elle est encore efficace ou pas, ou est-ce qu'il n'est pas temps d'en changer? Il est certain que si le diagnostic est posé et que les sous-marins sont visibles, autant dire que nous battons avec des arbalètes sur un terrain de tir. Hein, voilà. Donc c'est une question qui est extraordinairement sérieuse et que nous sommes choqués de voir, enfin choqués, disons que ça peine de voir qu'on ne peut pas en parler et que des choses se font sans qu'on en discute une seule seconde, comme ce fameux état-major de l'espace. Alors, ça, c'est la dimension de l'espace. Vous savez que nous avons introduit 3 nouvelles frontières et que dans notre réflexion, et qu'évidemment, les 3 nouvelles frontières posent chacune la question de la souveraineté. Je viens d'aborder la question de l'espace. La France est le 3e port spatial du monde, donc on sait le faire. On sait faire les fusées. On sait faire, d'après nous, de quoi tirer du sol vers l'espace, comme récemment l'ont fait les Russes, et comme auparavant l'avaient fait les Chinois, et comme l'ont fait également les Nord-Américains. Donc, en principe, la France sait à peu près tout faire. Et elle dispose des moyens matériels de conduire à maturité tous les systèmes qui n'y seraient pas encore. D'ores et déjà, on a des systèmes d'observation aussi bien visuels que radiomagnétiques qui sont considérables. Et ce qu'on est en train de tirer en ce moment, comme vous le savez, depuis le tir du mois de... C'était quand? Novembre, octobre, je ne me rappelle plus la quand on y était. Bon, c'est une partie, ouais, voilà. C'est une partie, donc ça va. On est plutôt en bonne position. Ça, c'est pour la première dimension, qui va avec toute une géopolitique. Hein. Pourquoi nous refusons la militarisation de l'espace, mais en même temps, elle a lieu, donc on s'adapte. Et puis, deuxième élément, les États-Unis ont déclaré que tous les objets célestes pouvaient être appropriés par ceux qui arrivaient les premiers. Pas question, on n'est pas d'accord. Et puis, si jamais on devait se partager les objets en question, nous reviendrions à la formule de François Ier quand a été partagé entre les Espagnols et le Portugal le nouveau continent. Il avait dit: je veux voir le testament d'Adam où il est prévu que la France n'avait pas sa part. Eh bien, nous, la même chose. Hein. Nous voudrions savoir pourquoi nous n'aurions rien à dire sur le sujet. Je pense qu'après l'exploit technique qui avait été réalisé avec Sturi, ça s'appelait, hein, et la sonde Rosetta, tout ça, on a fait la démonstration qu'on est capable d'aller, de venir, de faire les choses. La deuxième dimension de la défense et du territoire, c'est la mer. Là, on vient sur des choses plus liées au territoire national, puisque nous sommes le 2e territoire maritime du monde et que la présence française en mer ne permet pas de garantir la souveraineté sur l'ensemble de ce territoire. Et quand je dis la souveraineté, c'est-à-dire exercer la responsabilité qui est la nôtre de surveillance, de vigilance et peut-être d'intervention si l'un ou l'autre venait à vouloir y passer pour piller, ce qui est déjà le cas et contre quoi nous ne faisons pas grand-chose. Il est évident que sous présidence sous présidence de l'Union populaire, il ne serait plus permis de le faire. Et les différents pays seraient informés du fait que on ne laissera pas faire, ni au large de la Guyane pour le poisson, ni au large de la Polynésie pour quoi que ce soit, ni au large de quelconque territoire français en mer ou dans la zone exclusive où ont lieu aujourd'hui des pillages et que ceux qui s'y risqueraient, ma foi, courraient les risques de ce qu'on est capable de leur faire. Ça, c'est pour la mer, mais qui met à l'ordre du jour, évidemment, la nécessité d'être davantage présent, d'avoir davantage de bateaux, d'équipage. Ce qui conduit à des interrogations sur la forme stratégique de la présence en mer. Car il y a naturellement les engins de surface et puis les engins sous-marins. Et parmi les engins sous-marins, la question se pose, comme pour l'aviation, de la place particulière des drones en mer, comme dans l'air. Des drones parce que, à nos yeux, ils sont indispensables, compte tenu du rôle que ces machines peuvent jouer
par rapport aux câbles qui sont dans les mers, par lesquels transitent le 90% des informations qui se transfèrent sur Terre. Les Français sont en état de poser des câbles partout, et à notre avis, il est nécessaire d'en poser un qui fasse la ligne directe entre la Guyane et le continent européen, transitant bien sûr, s'il le faut, il le faut, par les Caraïbes, là où il le faut. Bon, la plupart des câbles finissent toujours par arriver dans un port. La question de la surveillance de cet environnement-là se fait sur l'eau, mais aussi beaucoup sous l'eau. Et dès lors qu'on aborde la question de la présence sous-marine par drone, la dronification, non, on dit pas comme ça, la dronisation, hein, la dronisation pose des problèmes de stratégie et d'utilisation. Tous les conflits du passé ont été des conflits faisant apparaître en transition des matériels nouveaux. Et l'affaire n'est pas seulement dans le matériel, c'est dans la doctrine d'usage. Ainsi, on répète sur tous les tons qu'on n'a pas perdu la guerre de 40 parce qu'on n'avait pas de chars, mais tout simplement parce qu'on n'avait pas mis au bon endroit ni dans la bonne configuration. De la même manière, dans les batailles sous-marines, dorénavant, les drones jouent un rôle qui ne peut pas être simplement en accompagnement d'autres unités. Bon, je le survole rapidement. La question du numérique, c'est le troisième espace qui est visé. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises avec l'idée qu'il faut à tout prix, là aussi, conquérir les moyens de la souveraineté et en particulier la capacité de stockage des données par des serveurs qui seraient des serveurs de droit français et pas des serveurs de droit nord-américain, puisque ça leur permet, l'autre soir à la télévision, j'ai parlé des données de santé, mais je pense que ceux qui m'écoutaient savaient parfaitement que ce n'était pas aux données de santé que je pensais principalement, mais à toutes les données qui sont directement militaires. Et il est clair que dans ce domaine, pour nous, il faut fermer toutes les portes du jardin, partout où il y en a. Et il y en a dans les missiles français, il y en a au ministère de la Défense, il y en a partout. On a installé des logiciels nord-américains pour faire fonctionner le système. Donc ça aussi existe. Quant aux câbles, je terminerai d'un mot. Pour l'instant, par Orange, on a la capacité de les poser, mais nous n'avons pas perdu de vue la société venue d'Alcatel, Lucent, devenue Nokia entre-temps, et le cas échéant, naturellement, nous ne la laisserons jamais vendre à qui que ce soit. Et si par hasard elle devait changer de main, ça serait pour qu'elle revienne dans les nôtres. C'est sans doute ce qu'on ferait assez rapidement. Alors ça, voilà pour les dimensions directement matérielles et géopolitique. La géopolitique étant résumée à un mot, indépendance, souveraineté, avec une géopolitique différente, celle qui consiste à dire qu'une fois sorti de l'OTAN, ce qui compte pour nous, c'est l'ONU. L'ONU comme lieu de régulation, l'ONU comme lieu de commandement militaire, l'ONU comme lieu de décision, à l'exclusion de tous les autres clubs dont nous contestons le fait qu'il fasse, il fait bien ce qu'il veut, mais qu'il se mêle de faire des choses concrètes, comme le G8, G20, G je ne sais quoi, qui sont tous des négations de la place de l'ONU et à qui nous sommes par définition hostiles. Alors, en gros, nous l'avons résumé en disant la puissance de la France, elle doit venir avant tout d'une diplomatie non alignée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et d'une diplomatie altermondialiste. Non alignée veut dire que nous n'épousons pas par principe les querelles de tout le monde ou les querelles de certains contre d'autres. Je pense par exemple à la guerre froide que les États-Unis d'Amérique veulent impulser avec leurs alliés néo-zélandais, australiens et anglais contre la Chine avec des méthodes grossières qui nous ont conduit d'abord à nous solliciter pour faire des manœuvres avec eux avant de nous expulser de l'alliance, pour ne rien dire du sketch sur les sous-marins, qui à mon avis n'est pas fini. Le temps que tout le monde comprenne que les sous-marins que les Américains ont vendus aux Australiens sont nucléaires et qu'il n'y a pas d'installation nucléaire en Australie, et que donc le sens de cette vente veut dire que pour l'instant les Australiens dépendent à 100% des Nord-Américains. Bref, tout le monde connaît tout ça par cœur et sait que ça va tourner à bizarre. Mais en tout cas, leur alliance ne nous concerne pas. Nous sommes, nous, représentés dans cette zone. Nous contestons le concept d'Indo, quoi ? Voilà, Indo-Pacifique.
Voilà, la France est présente par la Polynésie française, par le territoire de la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, et par conséquent, nous avons nos propres intérêts, notre propre vision des problèmes du coin, et il ne peut pas être question d'aller se mettre dans la main de je ne sais qui déciderait à notre place de ce qu'il faut faire avec les Chinois. Bon, tout ça veut dire, pour qu'on soit à la fois non aligné et altermondialiste, l'autonomie dans la production du matériel. Donc nous ne pouvons plus accepter que de la chose la plus modeste, un fusil, à la chose la plus complexe, on soit dépendant de qui que ce soit. Les fusils sont aujourd'hui allemands, les revolvers sont autrichiens, les munitions sont israéliennes, les cartouchières seront bientôt qataris, puisqu'ils sont en train de racheter la société Manurin, j'en passe, et des meilleurs. Plus question non plus de produire je ne sais quel avion du soi-disant futur avec les Allemands qui ne savent pas faire d'avion, alors que nous sommes capables, nous, de faire un avion de combat d'un bout à l'autre, et il est quand même remarquable que 30 ans après sa fabrication et sa production, le Rafale reste encore le meilleur avion militaire du monde, et on ne voit pas pourquoi on irait partager ce savoir-faire avec des gens qui, par ailleurs, n'ont pas toujours fait preuve de beaucoup de loyauté à notre égard. Je pense au contrat que l'Allemagne passe pour le tir de ses fusées, l'idée qu'elle fasse des petits lanceurs, et j'en passe, et des meilleurs. Évidemment, pas question non plus de continuer à faire un char avec eux, puisque l'accord de départ, c'est qu'on faisait le char avec eux, et pas leur char avec nous. Et donc, dans ces conditions, tout ça, c'est vu et classé, ça ne peut pas continuer comme ça. Bon, après les autres questions, peut-être que c'est vous qui les soulèverez sur l'actualité, le Mali, l'Europe de l'Est, la Russie, tout ça. Mais voilà l'affaire. Alors reste le mirage de la défense européenne. Le président de la République parle souvent de souveraineté européenne. Je fais partie de ces lecteurs assidus. J'ai écouté le discours de la Sorbonne. Je l'ai lu, ce qui prend encore plus de temps et n'est pas moins ennuyeux. J'ai lu aussi tout ce qu'il a pu raconter à différentes reprises. Je ne vois pas là-dedans autre chose que des mots mis les uns au bout des autres, comme dans un collier de perles. Parce que la souveraineté, telle que nous en connaissons la définition, on la voit pas. Elle voit pas de quoi elle pourrait surgir en Europe, parce qu'il n'y a pas de souveraineté sans nation, sans producteur démocratique de la dite souveraineté. Pour nous, Français, les concepts sont assez clairs. Alors, même si on prend des distances avec Jean Bodin et le XVIe siècle, il n'empêche qu'on en a assez souvent parlé pour qu'on ait une idée claire. Ça n'existe pas en Europe et ça ne peut pas exister, parce qu'il faudrait qu'il y ait une politique étrangère commune. Et pour qu'il y ait une politique étrangère commune, il faudrait qu'il y ait une volonté commune. Rien de tout ça n'existe. Et je voudrais rappeler à ceux qui l'auraient oublié que la baronne Ashton, qui a été la première commissaire aux affaires étrangères de l'Union européenne, à qui on demandait quel genre de politique étrangère elle comptait faire, vu qu'il n'y en avait pas, et pourquoi alors on faisait un service avec 5000 personnes, avait répondu, ah ben pour une fois, l'organe créera la fonction. Ce qui, pour une libérale, manquait pas de sel, mais en tout cas disait assez vite quelle était la limite de tout ce bric-à-brac. Donc, nous ne croyons pas à l'Europe de la défense. Mais encore une fois, ce n'est pas par idéologie anti-européenne ou anti-Union européenne, mais simplement comme un principe de réalité. Et nous pensons que quand on commence à parler d'Europe de la défense, il faut être sérieux. Si c'est pour la ramener dans l'OTAN, disons qu'on a une défense dans l'OTAN, mais nous sommes contre. Et que si ça devait être une Europe de la défense, ça supposerait qu'on accepte le fait que toute la frontière européenne est notre frontière. Alors dans ce cas-là, il faudrait qu'on puisse discuter collectivement des politiques qu'on met en œuvre. Quel est le sens d'épouser la politique de la Lettonie, Estonie, Lituanie, qui a un conflit d'environ 1000 ans à régler avec les Russes que nous n'avons pas et qui n'est pas notre affaire. Par quoi nous ne sommes pas concernés. Nous sommes concernés par la stabilité des frontières. C'est déjà bien assez qu'on en discute. Donc nous sommes pour retirer les soldats français de Pologne, de Lettonie et de Lituanie. Pologne, non, j'évoquais ça parce que nous y avons... Quoi ? Estonie. Je dis ça parce qu'on a 350 à un endroit, 400 à l'autre, on a une vingtaine d'avions, tout ça est une agitation vaine qui ne mène nulle part. Alors comme en plus la politique du président de la République patauge dans la confusion, parce qu'une semaine il prétend que la France va garantir l'intégrité physique de l'Ukraine, avant la semaine d'après de parler de désescalade, il donne l'impression d'une diplomatie française qui, à la vérité, ne sait pas où elle va, et surtout les Russes finissent par penser que nous n'avons aucune parole, ce qui n'est jamais bon dans les relations internationales. Bref, le mirage de l'Europe de la défense ne fonctionne pas pour nous,
Et bien sûr, on doit avoir des accords de défense, mais le point de départ des accords de défense, c'est la souveraineté et l'indépendance des Français. Et après, on s'arrange. Mais on ne met rien en partage qui nous met dans la main de qui que ce soit. Voilà, bon, j'ai essayé de présenter tout ça. J'ai oublié un point qui n'est pas le moindre. Bon, vous savez qui je suis, donc, et lui aussi. C'est que pour nous, les affaires militaires sont des affaires, mais à 1000% politiques. Aussi bien dans la conduite des opérations, le choix des matériels, que dans la capacité de résistance. Il n'existe pas de guerre qui ait été gagnée autrement que politiquement. Perdent ceux qui ne sont pas en état politique de gagner. Ça n'est jamais le matériel qui a fait la différence à lui tout seul. Aussi bien Napoléon a gagné avec des très bons canons, mais il a aussi perdu avec les mêmes canons. Et nous, on a un très bon canon qui s'appelle le canon César, mais c'est pas avec lui que nous allons faire nos victoires ou nos défaites. Nous le ferons avec la cohésion politique de notre pays et de la lisibilité de notre politique étrangère. Ça veut dire que pour nous, le temps n'est pas passé où la population ne s'occupe pas de sa défense. Nous sommes pour le rétablissement de la conscription, à la fois pour faire face à des tâches de sécurité civile et de résistance passive, que à prendre en charge toutes sortes de choses. Et je voudrais rappeler que quand on dit une armée professionnelle, il y a quelque chose là-dedans qui ne colle pas par rapport au passé. L'armée du passé, qui était une armée de conscription, n'était pas une armée d'amateurs. Et au contraire, aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que seraient bienvenus les jeunes gens qui sortent des grandes écoles, qui sont des gens intellectuellement compétents, qualifiés et capables d'assurer avec nous une véritable protection, notamment dans le domaine du numérique, ce qui serait, si on fait recours à des entreprises privées, totalement hors de prix pour les Français aujourd'hui. Donc voilà une raison de plus pour rétablir cette conscription qui, bien sûr, n'aura pas de vocation que militaire. Elle ferait aussi d'autres choses. Mais en tout cas, elle aurait aussi vocation militaire, autant que de besoin pour nos armées. Voilà, il faut que j'arrête, parce que sinon, j'ai raconté quoi, tout le bouquin. Vous avez fait votre service militaire ? Pardon ? Vous avez fait votre service militaire ? Non, on n'a pas voulu de moi, madame. Devinez. Essayez de voir mon âge. Disons que ma génération jouissait pas d'une réputation aussi exquise qu'elle aurait dû. Mais voilà, nous étions assez agités. Beaucoup d'entre nous ont été dispensés. Pouf! J'étais en plus sursitaire, tout ça. C'était après les années 68, pour vous situer l'affaire. Dans les environs de 1968. C'était comme ça. J'en veux à personne, mais à l'époque, j'étais trotskiste. Et l'humour de situation, c'est que j'ai été blâmé pour avoir été refusé par l'armée. Non, on ne se refusait rien à l'époque. Il n'y avait pas de petit plaisir. Par contre, dites bien qui vous êtes, parce que vous si vous pouvez, comme vous. Bastien Lachaud, mais tout le monde ne nous connaît pas. Donc, juste enlever le masque pour que je puisse bien suivre. Romain Mialcarec, je suis indépendant, je prépare un article pour Le Monde diplomatique. Je voulais revenir sur une phrase que vous aviez dite lors d'un colloque en 2014 à l'IRIS, où vous aviez invité des militaires et des spécialistes de ces sujets à discuter. Et à l'époque, vous aviez regretté que les gens ne s'intéressent pas assez à ces thématiques de défense. Monsieur Kuzmanovic a pendant un moment essayé de porter cette réflexion au sein des rangs de vos militants, de vos partisans. J'ai deux questions sur l'héritage de tout ça, le parcours jusqu'à aujourd'hui. La première, c'est est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vos sympathisants, vos électeurs, vos militants se sont appropriés ces sujets, s'y intéressent? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est aujourd'hui, comment vous faites pour vous informer et pour tester vos idées, vos projets, notamment auprès de gens qui connaissent ces choses-là. Est-ce que vous avez des militaires parmi vos sympathisants qui viennent partager leur expérience, comme on en croise beaucoup dans les rangs de la droite? Merci. La première question, est-ce que vous savez, le mouvement La France Insoumise, qui est le socle sur lequel nous agissons, il ressemble à la population française et à la mouvance engagée dans notre espace politique. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y a là-dedans un intérêt faramineux pour les questions militaires et de défense. Mais c'est pas nouveau. Dans le passé, ça n'intéressait déjà pas grand monde, y compris parmi tous ceux qui se réclamaient d'hypothétiques guerres révolutionnaires et que sais-je encore.
qui en parlait d'une manière romantique sans jamais trop s'en soucier. Vous savez quelle difficulté il y a toujours eu dans la gauche historique française sur les questions militaires et les questions de défense, mais essentiellement en cause de la prégnance du pacifisme issu de la Première Guerre mondiale, qui vraiment donnait un cadre culpabilisateur à toute pensée sur l'armée. Jean Jaurès et l'armée nouvelle n'ont pas eu beaucoup d'héritiers dans la suite. Mais cependant, ça serait pas juste de dire qu'il n'y en a pas eu, parce qu'il y en a eu. Et il y a eu des gens pour réfléchir. Mais ça n'a jamais été un sujet très partagé. Ce qu'on espère, Bastien et moi, c'est qu'on aura réussi petit à petit à faire comprendre que cette question compte. Dans les plus jeunes des encadrants de la France insoumise, il y a un certain écho à ces questions. Peut-être parce que les plus vieux étant intéressés, alors bon, on regarde, on se demande pourquoi, on s'intéresse. Et puis notre approche qui a toujours combiné les questions géopolitiques, les questions politiques et les questions techniques fait que c'est une entrée en matière plus excitante intellectuellement que la pure discussion militaire sur le matériel. Bon, voilà. Après, on a cheminé longuement. Les premiers textes, vous avez raison de le dire, c'était dans un numéro spécial de la Revue de la Défense nationale sur l'indépendantisme. Depuis cette période qui était quand même un peu rustique, on a quand même beaucoup avancé. D'abord parce que Bastien Lachaud a commencé à nourrir assez profondément de textes, d'arguments, d'abord au Parlement par les questions qu'il pose, par les commissions d'enquête d'information qu'il a déclenchées. Donc il y a eu une sorte de flot ininterrompu d'initiatives qui sont arrivées bien sûr en direction du mouvement, mais de moi en particulier, comme président de groupe. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, peut-être en comparant le passé, c'est quand même un peu plus nourri maintenant, argumenté et technicisé que ça l'était il y a 5, 6, 7 ou 8 ans. Je pense qu'on est plutôt en pointe dans la réflexion qu'à la ramasse. Et le problème à gauche étant le plus souvent qu'il n'y a aucune autre pensée politique formulée. Dernière question, y a-t-il des militaires? La réponse est oui, bien sûr. Mais je pense qu'il est assez facile de comprendre pourquoi tout ça se passe dans la plus extrême discrétion. De même qu'il y a des diplomates, là je vous apprends rien non plus, insoumis. Les militaires, c'est un peu plus difficile de parler d'un militaire insoumis, parce que les deux mots ont l'air de ne pas coller ensemble. Mais disons, des militaires intellectuellement liés à la maison, oui, il y en a intellectuellement. Autrefois, il y en avait un et un seul, c'était le général Henri Paris, paix à ses cendres. Mais enfin, c'était le général, quelques-uns d'entre vous l'ont connu sans doute. Alors on n'est pas. D'autres depuis sont venus avec d'autres qualités, d'autres manières de voir et plus contemporains, disons. Voilà comment je peux vous répondre. J'ai une question pour votre ministre de la Défense, puisque c'est comme ça que vous m'avez présenté Bastien Lachaud quand on a parlé en Guyane, quand on s'est rencontrés. Je vous ai posé cette question et vous m'avez dit Bastien Lachaud, ce sera naturellement mon ministre de la Défense, si évidemment je suis élu. Alors pour le suivre un tout petit peu dans son travail au Parlement, si c'était bien le cas, j'aurais un peu d'avance évidemment sur mes collègues. Donc voilà, je suis ça avec attention. Une question justement à votre ministre putatif de la Défense. Oh pardon, excusez-moi. Et je ne me suis pas présenté. Je suis Jean-Marc Tanguy et je suis journaliste indépendant. Je travaille pour une dizaine de titres français et étrangers. Et je suis le secrétaire général de cette association que vous recevez aujourd'hui. Et je vous en remercie. Oui, alors monsieur le ministre, donc si vous étiez ministre, quel serait après donc ce grand audit? Oui, bien sûr. Quel serait après ce grand audit dont a parlé le président, puisque donc là nous sommes après l'élection et Jean-Luc Mélenchon a été élu président. Maintenant vous êtes ministre, le livre blanc, enfin un grand audit de la défense a été fait et j'imagine que vous avez déjà en tête dès maintenant, c'est-à-dire quelques mois avant votre intronisation à l'hôtel de Brienne, une idée assez fine de ce que vous aimeriez faire. Alors je ne sais pas, est-ce que vous pourriez nous citer vos 5 premières mesures emblématiques et peut-être lancer une commission d'enquête sur la communication que vous avez réclamée quand vous étiez à la commission de la Défense. Merci. Merci de la question. Attendons les élections avant de décerner
des titres. Non, juste je pense que c'est pas les cinq grandes mesures. Ce qu'il faut, c'est avoir en tête que la première chose à faire, c'est, comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit, lancer le livre blanc. Et dès que le livre blanc est rendu, lancer les travaux d'une nouvelle LPM, parce qu'il n'est pas possible de continuer avec la LPM, actuelle. Ensuite, il est évident, si vous voulez aborder la question de la communication des armées, il est nécessaire de revoir cet imbroglio entre les différents porte-parole du ministère, porte-parole de l'état-major des armées, porte-parole de chaque armée. Il est impératif de revoir la DICODE et le rôle de celle-ci. Et il est impératif également que toute la lumière soit faite sur les éléments que vous avez soulevés, journalistes de défense, sur vos rapports à la DICODE et les problèmes de souffrance au travail qui ont été portés dans cette instance. Donc évidemment, il faudra mener une enquête dans le cadre ou une enquête parlementaire si c'est le souhait de la nouvelle majorité, ou en tout cas une enquête interne du ministère pour régler le problème et revoir la manière dont les armées communiquent. Bonjour, Daphné Benoît, ça marche ? Daphné Benoît de l'AFP et accessoirement présidente de l'association. Merci de nous recevoir. J'avais une question d'actualité. J'aurais voulu avoir votre réaction un peu à chaud sur les derniers développements au Mali, avec l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali. Qu'est-ce que ça vous inspire concernant notre intervention, notre présence militaire sur ce terrain ? Ça m'inspire d'abord, pour commencer, du chagrin. Parce que une opération qui est commencée comme un geste de fraternité avec le peuple malien, qui a pour objectif de mettre en déroute une bande de criminels, et qui se termine dans une tension de la nature de celle qu'on observe, où la France fait l'objet d'un rejet populaire, d'une part, mais d'un rejet tel qu'une autorité de fait comme celle de M. Goïta peut se permettre de mettre dehors l'ambassadeur de France. Alors je dis du chagrin parce que nous avons perdu plus de 50 personnes au combat là-bas et que nous finissons dans un imbroglio qui n'est pas digne. Alors, vous me donnerez acte du fait que c'est pas faute d'avoir prévenu que quand on n'a pas d'objectif politique, on ne peut pas obtenir de résultats militaires. Et quand on n'a pas de résultats militaires, on ne peut pas avoir de résultats politiques. Donc tout ça se tient. Et les militaires français ont été les premiers à le dire. Hein. C'est pas nous qui l'avons dit en premier. Au contraire, j'ai envie de dire que on a eu ensuite la marge d'une certaine audace d'expression compte tenu de ce que disaient les militaires. Donc on a des objectifs fumeux, la guerre au terrorisme, l'ennemi tantôt qualifié d'insurgent, tantôt rebelle, tantôt djihadiste. Bon, alors quand on ne sait pas qui on combat, on a assez de mal ensuite à pouvoir faire un bilan du point où on en est. Je le dis à moitié, enfin c'est à moitié parce qu'il faut faire aussi un peu d'humour, mais c'est pas nouveau. C'est pas la première fois qu'on voit une prétendue guerre contre le terrorisme. On n'a jamais pu faire la guerre à un concept. On fait la guerre à un ennemi. Donc l'ennemi, on l'identifie, on le nomme, et ensuite on adapte ses moyens de combat à la nature de cet ennemi. Point. Alors là, on a l'impression que c'est pas du tout ce qui a été fait. Donc pas d'objectif politique connu au début. Ensuite, une présence militaire coûteuse, 2 millions d'euros par jour. Une présence militaire qui n'a pas été sans conséquence sur les populations. Une incapacité à analyser les flux qui alimentent le recrutement
des djihadistes d'une part, mais il n'y a pas qu'eux qui sont en action, enfin nous le savons tous. Et encore, je laisse de côté les marchands de cigarettes et les trafiquants de drogue, pour rajouter peut-être les sécessionnistes et combien d'autres qui sont en action dans cette zone. Un seul débat à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas dans quelle autre démocratie dans le monde on est pendant 8 ans en guerre sans en discuter jamais dans l'Assemblée nationale. Et puis le président de la République décidant tout seul, tantôt qu'on reste, tantôt qu'on s'en va. Et ce sont ces foucades qui ont introduit le doute dans un endroit où tout est déjà très instable. Pourquoi instable? Parce que le pouvoir politique qui est en place n'a aucune légitimité démocratique. Alors on comprend que des gens qui se trouvent dans une situation de fait, pour ne pas dire de force, soient attentifs au moindre, à la moindre hésitation. S'ils entendent les Français dire que bon, ils vont peut-être s'en aller, à moins qu'ils restent, à moins qu'ils s'en aillent, clairement, les conditions ont été créées pour que l'autorité de fait locale se donne des moyens de durée différents. Voilà. Alors on arrive là au point où on en est. Maintenant, c'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd. Alors, moi, je m'en voudrais. Je ne serais pas d'accord pour que on plie bagage comme ça. On peut quand même se demander si on est venu, quel genre de, comment on repart de là, quelles sont les conditions politiques. Moi, je le dis avec la chose, on doit en être à notre 3e texte sur le sujet, en disant à quelles conditions on s'en va. On n'est pas chez nous, donc on est venu pour faire ceci et cela, et nous repartirons quand telle et telle condition seront atteintes. Discuter avec le pouvoir malien, parce que le Mali appartient aux Maliens. Je le rappelle à tous les agités de l'Élysée, le Mali appartient aux Maliens, donc on ne peut pas faire l'impasse. Et j'observe qu'à l'Élysée, il y a une forme de, comment dire, d'arrogance qu'on a pu observer de manière invraisemblable, si vous vous souvenez, au Liban, à Beyrouth, où c'était à peine si on avait le sentiment. J'ai passé ma journée à rappeler que c'était un État indépendant. Le soir, le président a bien, dans son dernier tweet, dire naturellement, quand même, il était temps. Donc il y a une façon de faire qui rend tout plus incertain, qui méprise tous les codes qui sont connus dans le secteur. La manière avec laquelle avait été traité le président du Burkina, non plus, c'était pas une bonne idée de dire ah bah tiens, il est parti réparer la clim. C'est un acte totalement irrespectueux, ressenti même par les gens qui n'aiment pas le président comme attentatoire à leur dignité. Et puis alors terminons le tableau avec le fait d'avoir été soutenir le putsch du fils Déby pour remplacer le père, alors que la constitution du Tchad prévoit que dans le cas où le président de la République n'est plus là, et ben c'est le président de l'Assemblée nationale qui fait la présidence par intérim. Alors entre eux qui se comportent comme ils l'ont fait est un problème. Le deuxième problème, c'est que le Français arrive et assiste à l'intronisation en présence du ministre des Affaires étrangères et qu'on ait adoubé le fils Déby, ce qui a été immédiatement entendu partout comme une autorisation de putcher. Enfin, quand on vit dans le monde réel, tout le monde comprend les choses, les signaux de rapport de force. Je ne sais pas, moi, nous les comprenons sur la scène nationale, les signaux de rapport de force, dans une démocratie, alors à plus forte raison, quand on parle entre gens qui sont armés jusqu'aux dents et qui prennent ou rendent le pouvoir à coups de fusil. Donc le comportement du président Macron a aggravé partout toute la situation. Voilà. Alors là, nous en sommes maintenant aussi en putsch au Burkina, après qu'on ait raconté d'interminables histoires sur le fait que les Français ne s'y trouvaient pas, et que sais-je encore, un convoi qui est passé du Mali au Niger en passant, la totale. Tout ce qu'on pouvait faire de bêtises, on les a toutes faites. Alors maintenant, il y a une situation à récupérer. Moi, je réagis très mal à ce que nous sommes en train de vivre, et je voudrais pas que je voudrais pas qu'on termine en faisant monter le ton pour finir par partir dans des conditions qui seront de plus en plus aléatoires. Alors, comment faut-il le faire? Alors maintenant, la situation est bien compromise. Hein, elle est plus difficile à manier qu'il y a 10 ou 15 jours. On peut imaginer que on comprend qu'on ne voit pas ce que l'armée française peut encore faire là-bas. Alors on a en face de nous un double putschiste
et qui en plus nous dit de nous en aller. Alors, j'ai l'impression qu'on n'est plus en train de faire qu'une chose, c'est réfléchir à la forme. Comment une situation comme celle-là a pu nous échapper, c'est plutôt un sujet pour vous, journalistes. Nous, on a notre idée sur la question, parce que nous sommes fort bien renseignés. Mais tout de même, c'est inouï tout ça. Hein. Et le bilan du président Macron est un désastre absolu. Qui plus est, nous sommes assez vigilants observateurs pour avoir noté qu'aussi les intérêts français bougent en Afrique. Que M. Bolloré ait vendu tout ce qu'il avait à un prix finalement assez confortable de 6 milliards d'euros pour un bien dont beaucoup disaient qu'il n'en valait que 3, aussi attire notre attention. Nous avons l'impression qu'il y a une grande restructuration de la politique des Français, je dis des Français en général, pas de la France, en Afrique. Le tropisme du président Macron pour l'Afrique anglophone est bien connue. Elle met un désarroi paracomptable dans tout ce qu'il y a de francophone sur le continent. Elle réussit ce double exploit que d'une part, nous ne serons pas plus admis chez les anglophones, on se demande ce qu'on y fait d'ailleurs au Rwanda, et nous aurons réussi à désespérer tous nos amis francophones. Donc le bilan est, d'un bout à l'autre, un désastre. Bonjour, Patricia Lémonière, je suis indépendante et je travaille pour une dizaine de télévisions et revues. Je voudrais vous poser une question un peu dans la suite de ce que vient d'être dit, mais peut-être moins d'actualité. Je voudrais revenir aux OPEX, au principe des OPEX. Comment vous voyez-vous le principe même des OPEX et l'implantation justement de la France qui va des positions de la France en Afrique jusqu'au Qatar, encore plus loin. Comment vous projetez et vous projetez nos interventions? Faut-il maintenir des OPEX, c'est ce genre d'initiative française? Faut-il revenir dessus? Faut-il revenir sur les implantations? Quel est votre point de vue? Merci. C'est pas une question facile parce que comme le dispositif est en place et que c'est sur ce dispositif que s'appuient toutes sortes de constructions, visibles et non visibles. Changer tout ça, c'est pas une petite question. Par exemple, la base que nous avons là-bas avec nos bons amis qataris, Émiratis, oui. Comme on n'en a jamais parlé, que faisons-nous là? Dans quel but? Alors on a compris qu'il s'agit de vendre du matériel. Ça doit être la raison. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qui nous tient dans cette histoire? Personne ne doit nous faire croire que on est là par amitié paternelle. Hein. Donc beaucoup d'intérêts se croisent. Alors je viens sur le thème, ça c'est pour parler des bases, parce qu'après il y a les bases en Afrique, celles qui se trouvent au Sénégal, celles qui se trouvent en Côte d'Ivoire, ça c'est les deux que j'ai vus. Gabon et Djibouti. Oui, c'est vrai, il y a le Gabon en plus. Non, mais Djibouti, attendez, on le met à côté, parce que c'est encore autre chose. Mais bon, oui, il y a le Gabon aussi, je l'avais oublié celui-là. Bon, ça a à voir avec le dispositif de ce qu'on est capable de déployer en Afrique. Question, est-ce qu'on a l'intention de déployer et quoi? Et pourquoi faire? Donc, à l'heure à laquelle je vous parle, tout membre de la commission de la défense ou de la commission des affaires étrangères, ce qu'il y a dans les accords de défense, nous ne le savons pas. Donc là aussi, il y a une revue à faire. Et puis peut-être se donner à nous-mêmes, quand on a des accords de défense, on ne peut pas dire l'accord de défense, et si ça me plaît, il est signé, si on ne l'a pas dénoncé, il s'applique. Si votre partenaire vous dit, nous vous demandons d'intervenir, normalement l'accord de défense prévoit que vous interveniez. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'à présent. Moi, je ne veux pas qu'on croie que si c'était nous, on manquerait de parole. Mais quand même, le minimum, c'est qu'on va regarder tout ça et voir qu'est-ce qu'on est censé défendre ensemble. Ça, c'est pour cette partie-là. Djibouti, problème un peu plus embrouillé pour nous, puisque nous sommes bien entourés dans cette région du monde par toutes sortes de partenaires et d'amis.
Alors les Russes un peu plus haut, les Chinois à côté. Bon, on peut comprendre quel est l'intérêt pour une grande puissance, nous sommes une grande puissance, d'être à cet endroit-là. Mais encore une fois, ça n'a de sens que par rapport à une géopolitique et une stratégie. Qu'est-ce qu'on fait là? On garde quoi? Pour qui? Alors, je viens sur le principe des OPEC. C'est vrai que c'est pas évident, compte tenu de ce que je viens de décrire auparavant, d'une politique non alignée, d'une politique altermondialiste. Quand on dit altermondialiste, vous voyez, c'est des contenus plutôt diplomatiques que militaires. C'est bon, prendre position pour le tribunal climatique international, c'est prendre position pour, sur les questions de l'eau, de la non-diffusion des énergies carbonées, ou des choses comme le désarmement nucléaire dans le monde. À quoi bon, on nous répond, bah oui, ça vous va bien de dire ça, vous êtes armé, bah peut-être bien, moi, parce que ça arrangeait que les autres le soient. Donc nous sommes absolument attachés au principe de non-dissémination nucléaire, et c'est ça qui va commander, par exemple, notre regard sur les accords avec l'Iran. L'accord qui avait été trouvé était bon, les États-Unis d'Amérique le remettent en cause, les Français ont suivi d'une manière bizarroïde. En fait, bref, nous faisons ce que les Américains veulent qu'on fasse, c'est pas notre point de vue. Mais ce qui est aussi pas notre point de vue, c'est de laisser l'Iran déclarer qu'elle a l'intention de détruire Israël et que personne n'a rien à dire sur le sujet. Ben, nous aurons à dire, et nous avons à dire que nous ne sommes pas d'accord pour que de tels gens soient armés, ni même se rapprochent du point où ils pourraient être armés d'armes nucléaires. Je le dis au passage, comme ça règle la question si éventuellement vous aviez l'intention de me la poser. Donc les OPEX dans ce contexte, c'est pas simple, mais on a la nécessité d'être prêt à en mener compte tenu des accords qu'on pourrait avoir avec les uns ou avec les autres. Au demeurant, pour l'instant, ce que ça nous apporte, les OPEC, c'est une capacité de projection de force qui n'est pas sans intérêt pour un pays comme nous, qui avons des positions à tenir dans les Antilles, au pôle Sud, en Polynésie française, et ainsi de suite. C'est pas, je veux dire, c'est les deux questions techniques et politiques ne sont pas totalement déliées. Hein. Bon, il est bon que tout le monde sache que où que ce soit dans le monde, personne n'est autorisé à s'approcher de trop près. De nous, hein, je parle. Bonjour, Michel Cabirol, La Tribune. Je me permets de revenir pour avoir quelques précisions sur ce que vous avez dit sur la dissuasion qui m'interpelle. Vous avez dit que nos sous-marins pourraient ou seraient détectables soit par des drones, soit par soit de l'espace. Est-ce que c'est ou soit avec les câbles? C'est quelque chose d'avéré? C'est quelque chose dont vous êtes sûr ou pas? Ça, c'est un premier point. Et si jamais le livre blanc vous dit, parce que vous avez interrogé tous les experts qui sont informés là-dessus, il vous dit finalement nos sous-marins ne sont pas détectables. Qu'est-ce que vous faites? Vous gardez quand même la dissuasion de la composante marine? Est-ce que vous la gardez? Troisième question, toujours sur la dissuasion. Vous avez dit qu'il transférait une backup, qu'elle soit, comment on fait justement pour frapper celui qui va frapper le territoire national? Et quatrième question sur le SCAF. On sait bien que les coopérations franco-allemandes sont difficiles, et moi le premier, j'écris beaucoup là-dessus. Mais le SCAF, un futur avion de chasse, ça coûte cher. Est-ce qu'on, nous, Français, nous sommes capables de construire, non pas un avion de chasse tout seul? Bon, alors la première question, je réponds d'une manière un peu générale. Notre point de vue est un point de vue informé. Pas trop, c'est un point de vue informé. C'est donc pas simplement une hypothèse. De toute façon, puisque vous suivez ces questions, vous savez comme moi que la question est posée. Donc nous allons tous nous mettre dans la situation de gens qui, ayant vu qu'il y a une question, y réfléchissent. Bon, supposons que ce soit vrai. C'est pourquoi on a pris la précaution de dire on commence d'abord par faire une évaluation. Ensuite, si, comme on peut le penser, c'est bel et bien le cas dès maintenant, ou bien ce sera sans doute le cas d'ici à 2020, 2030 ou 2040.
vous voyez bien que ce que nous prévoyons aujourd'hui et finançons aujourd'hui ne sert strictement à rien si nous pensons que dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, ce matériel est détectable depuis l'espace ou dans la mer. Sur les câbles, vous en savez autant que moi. Parce que ce qu'il y a à savoir, tout le monde le sait. Et j'ai déjà vu plusieurs articles de presse, je crois, sur le sujet. Bon. Donc, il est évident qu'à partir du moment où on accepterait déjà en interne d'en parler, moi, je ne sais pas ce que M. Macron a eu comme discussion sur le sujet aujourd'hui. Je ne sais pas, il m'en a jamais parlé. Et les militaires non plus. En tout cas, les militaires qui éventuellement auraient eu cette discussion avec le président ne nous en ont pas parlé. D'ailleurs, ce n'est pas forcément ceux-là qui sont nos meilleurs amis et nos confidents. Bon, il est clair que si c'est ça, alors au moins vous nous donnerez acte du fait que ça vaut la peine d'en parler, parce que ça change tout. Alors, vous avez raison. Après, il y a un problème de tactique, de stratégie militaire et de tactique. Et là, à nouveau, je vous donne raison. C'est que, alors, est-ce que c'est possible? Tout le monde est d'accord pour dire oui, c'est possible, depuis l'espace, de détruire d'autres objets spatiaux, et depuis la Terre, de détruire des objets spatiaux. Est-ce que depuis l'espace, on est en état de faire des dégâts sur Terre directement? Ça, c'est moins certain. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut couper toutes les communications. Alors là, problème du troisième type, si toutes les communications sont coupées, elles le sont pour tout le monde, et nous aussi. Bon. Donc, disons, je vais me contenter de dire ça, vous mettez le doigt sur un ensemble de problèmes stratégico-tactiques qui doivent être discutés. Pour l'instant, notre rôle est de faire en sorte que la question soit posée et qu'on puisse ouvrir le débat dessus. C'est pas fait, hein, il y a rien de fait. À part nous, personne ne va vous parler de transposer dans l'espace la dissuasion et tout ça. Rien, walou. Personne n'en parle, et le seul qui nous écrit dans le monde, c'est pour nous dire que tout va bien et que le personnel est dévoué, ce que nous savions déjà. Hein. Voilà. Mais il est évident que ça ouvre une nouvelle époque de la guerre. J'imagine que quand on est passé des arcs aux arbalètes, ou encore mieux aux armes à feu, le changement est considérable. C'est plus la même guerre, c'est plus les mêmes méthodes. Bon. Et évidemment qu'on est obligé de regarder beaucoup de choses, parce que bon, bah, vous croisez les doigts que des systèmes comme Scorpion, ça marche sans l'espace, sans jamais d'interconnexion. On croise les doigts pour que toutes les portes d'entrée que les hackers peuvent avoir sur les systèmes cyber français, ben, bon, tout ça existe. Donc l'idée, c'est qu'on repense la guerre du 21e siècle. Alors, un jour, il n'y aura plus de guerre, sans doute, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Donc, pour des Français, on doit tenir compte de toute notre expérience en la matière politique, avant de parler d'expérience pratique ou technique, parce qu'il s'est rarement trouvé de cas, en tout cas dans l'ère moderne, depuis la Grande Révolution, que l'armée française était en défaut technique. Hein, elle était en défaut politique, ça oui, beaucoup. Mais en défaut technique, c'est-à-dire ne disposant pas des moyens d'avoir des actions militaires efficaces, jamais. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Non, mais j'y insiste, parce que moi, j'ai jamais accepté l'analyse de la Deuxième Guerre mondiale perdue dès le début, simplement parce qu'on manquait de matériel. Je n'y crois pas. Je l'ai entendu dans des débats au Sénat ou à l'Assemblée nationale, mais ça ne tient pas la maille de la vérification historique. Mais supposons même, je mets ça de côté, ce n'est pas le sujet entre nous à ce moment. C'est juste que la France a besoin d'une discussion. Après, cette discussion, elle va aussi devoir tenir compte du fait qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par de la surenchère capacitaire. Parce que c'est un peu ce qu'on nous propose aujourd'hui. Il faut plus de bateaux, ok, ça on a compris. On est plutôt d'accord. Alors plus d'avions, oui, mais pourquoi faire? Plus de ceci, pourquoi faire? Des chars, on les met où? On sait pourquoi on a fait des chars Leclerc. C'était pour rouler dans les vastes plaines de l'Est. Résultat, on les a fait rouler dans le sable. Bon. Et puis les pièces de rechange arrivent de Chine, c'est la totale. Donc vous voyez, il y a besoin d'une opération ou de respiration et de réflexion. Nous sommes certains que les militaires, ils sont, sont disponibles, deux, ils sont prêts parce qu'ils n'ont pas été en panne de réflexion la dernière décennie. Alors, il y a tous les points de vue, hein. On les suit d'assez près pour le savoir. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en politique, non, rien. Personne s'y intéresse.
Personne s'y intéresse. Dans les réunions, on voit défiler toutes sortes de gens qui racontent. Moi, j'ai vu à la commission des affaires étrangères le spectacle incroyable d'un général français qui vient nous expliquer qu'il espère que quand même les officiers qui font leur carrière dans l'OTAN reviennent un peu dans l'armée française pour faire bénéficier de leur expérience. Et tout le monde trouve que c'est une bonne idée et applaudit. On parlerait d'une troupe de scouts que c'est à peu près pareil. Ben, tout ça est invraisemblable. Qui sont ces gens? Qui sont ces officiers? Quelle est leur manière de voir? Et alors, en plus, ils parlent même plus français. Un mot sur 3 est un mot anglais. Quand on leur dit que quelqu'un a gueulé dans la commission, je te jure, quelqu'un a gueulé. Et après, moi, je me suis mis à parler en espagnol. J'ai dit que chacun parle la langue qui lui plaît ici. Moi, je parle espagnol. Et le gars n'avait pas compris. C'était pas le militaire, c'était le diplomate. Il croyait qu'on lui en voulait pour l'opération dont il parlait. Il a fallu qu'on lui dise non, on vous demande de parler français, on ne comprend pas ce que vous dites. Parce qu'un mot sur 2 ou sur 3 étaient des concepts nord-américains, anglo-saxons, sans doute très intéressants, mais bon, vous voyez bien où on en est. Pour ceux, bon, il n'y a pas que des jeunes gens ici, mais ceux qui ont connu les militaires d'il y a 30 ans, un militaire français pro-OTAN, ça cherchait, hein, comme un pouls dans la tête. Maintenant, ils trouvent ça normal, et ça leur va. Et l'interopérationnalité, blablabli, blablabla, et tout le monde va parler anglais, et le matériel, on va l'acheter sur les rayons, et puis quoi encore? On se demande où on est. Si on est une... Enfin, moi, je le vis très mal, hein, et je ne crois pas que ce soit lié à mon parcours politique ou à mes souvenirs. C'est tout simplement que ce n'est pas notre histoire, ça. C'est le Saint-Empire romain germanique avec les États-Unis d'Amérique. On rêve. Bon, enfin, je vous fais part d'une indignation qui est un peu personnelle. Peut-être que vous ne vivez pas aussi intensément que moi. Mais moi, ça me choque toujours autant. Monsieur Lachaud aussi, et pourtant, on n'est pas de la même génération. Écoutez, alors on va faire un avion avec les Allemands. On se partage. Oui. On va se partager les bouts de l'avion. Que demandent les Allemands? La partie qu'ils ne savent pas faire. On le comprend. Et qu'est-ce qu'ils nous demandent? Les brevets qui viennent de la maison Dassault. Eh bien, la réponse est non. Si c'est à moi que la question est posée. C'est pas ça la question. Ah bon, c'est quoi? Si on peut se le payer? Exactement, financièrement. Eh bien, écoutez, ça, c'est pas une question de patriote. Pardon, hein, c'est pour blaguer. S'il y a besoin d'avions de combat, eh ben, on se les paye. S'il n'y a pas besoin d'avions de combat, on ne se les paye pas. Mais sinon, on pourrait aussi se demander pourquoi on a une armée. Est-ce qu'on a les moyens seuls de se payer une armée? Ben, la réponse est non. Et pourtant, on le fait. Voilà. Et ben, donc, si on a besoin de se défendre, on s'en donne les moyens. Et ça fait partie des charges de la vie. Alors, bon, après, dire que tout ça va coûter tellement que même la nation française, qui est la 5e puissance du monde, n'est pas capable de se le payer. Vous me direz pas capable de se payer des hôpitaux qui marchent, ni des écoles qui enseignent. Alors, en effet, on peut se poser des questions pour les avions. Mais on sait à quoi tout ça tient, hein. Bon. Et puis, c'est une discussion qui est très ample, notamment dans le cadre de l'Union européenne. Si on parle de ça, est-ce qu'on doit faire entrer les charges de la recherche et de la fabrication de la défense dans le déficit que l'Union autorise ou permet à chaque pays? C'est une discussion. Comment ils ont pu à la fois décider ça, hein, et puis la seconde d'après de dire oui, on va donner 2% de notre PIB pour acheter du matériel sur étagère. Tout le monde sait à quelles étagères il s'agit d'acheter. Donc vous voyez qu'il y a une incohérence dans le discours de ceux qui veulent mettre à distance l'autonomie possible des Français, hein. En réalité, c'est tout simplement les Français qui embêtent avec leur manière d'être. Alors, bien sûr que nous ne sommes pas une armée aussi complète que nous aimerions l'être, notamment du fait des personnels et de la disponibilité des matériels. Par exemple, moi j'ai vu que sur le nombre d'avions, comment on était en train de réduire le nombre qu'on va en avoir. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout dépend des tâches de défense qu'on confie à l'aviation. Ce n'est pas une question dans l'absolu, c'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure. À mon avis, on ne règle pas les problèmes militaires uniquement avec des questions capacitaires. On commence par dire quels sont les buts, quelle est la stratégie, puis après, bon, voilà, comme dirait l'autre, hein, l'intendant suivra. Ben, que voulez-vous faire d'autre? Si quelqu'un a une meilleure idée que ça, il ne faut surtout pas qu'il se gêne pour la dire, hein. Jean-Pierre Ferret, indépendant, et ma casquette de préférence, c'est Esprit-sur-Couffe. Dans la redistribution des cartes et les mouvements de fonds géopolitiques, en particulier en Afrique, comment réagissez-vous devant l'activisme des Chinois et des Russes? Est-ce que ça vous inquiète?
À vrai dire, non. Pour une raison, ils l'ont toujours fait. Pas les Chinois. Et je pense que beaucoup de ce qu'on appelle les Occidentaux vont devoir réviser leurs fiches. Ni les militaires chinois, ni les Chinois en général ne pensent la géopolitique avec la même forme d'arrogance que ceux qu'on appelle les Occidentaux. Alors ils en ont une autre, hein, d'arrogance. Ils pensent qu'ils sont l'empire du milieu et que le reste est en décor. Alors évidemment, ça aide pas trop à la compréhension dans certaines circonstances. Hein. Bon, faut faire avec. Mais il n'y a pas d'impérialisme chinois. Je sais que c'est une formule qui peut paraître étrange, mais l'impérialisme tel que nous on l'a décrit dans le passé, c'était les moyens des armes au service de l'économie. Hein, c'est ça l'impérialisme. Et à partir de là, c'est soumettre les autorités politiques au vu de la puissance impériale. Les Chinois ne fonctionnent pas du tout comme ça. Ils arrivent, ils vous disent, on vous ouvre 3 lignes de crédit, on va vous faire une route, qu'est-ce que vous voulez? Un chemin de fer, d'accord, si ça vous fait tant, c'est un emprunt. Et on le gage sur ceci, cela chez vous. On vient et on fait tout. On a même vu des Chinois construire des HLM en Algérie. Donc ils viennent, ils font. Et tant que ça se passe bien. Et quand ça se passe plus bien, ils prennent ce qu'ils considèrent qui leur appartient et ils s'en vont. Donc le comportement des Chinois, je dis des Chinois, je ne parle pas des communistes chinois. Bon, de ce point de vue, il y a une certaine permanence dans l'histoire, hein, de la Chine. Donc c'est leur comportement. Ils sont, comme toutes les puissances économiques, d'abord préoccupés par leur approvisionnement en matières premières. Qui plus est, c'est 1,5 milliard d'habitants, peut-être un peu moins maintenant, mais bon, ça fait beaucoup de monde. Il faut y mettre à peu près toute la population de l'Afrique, plus celle de l'Union européenne, plus encore un petit bout, pour obtenir l'ensemble politique qu'ils représentent. Donc, il est certain que les nécessités de l'approvisionnement créent des tensions un peu partout. Mais la tension, elle vient du fait qu'ils veulent quelque chose que d'autres veulent. Donc, il y a 2 solutions. L'un prend de force à l'autre. Et puis la deuxième, c'est tout le monde discute et essaye de trouver une sortie qui nous évite d'en revenir aux mains, une fois de plus, sur la planète. Quant aux Russes, franchement, ils font peur qu'à ceux qui ont envie d'avoir peur. Le budget militaire des États-Unis d'Amérique, c'est 40% de la dépense mondiale. Une fois que vous rajoutez les pays de l'OTAN, ça fait 70%. Les Russes, c'est 2%. Alors, n'importe quelle confrontation armée, évidemment, ferait beaucoup de dégâts, surtout pour nous, Européens, mais l'issue est à peu près connue. Hein. Si tout ce qu'on nous dit que tout le monde a comme matériel marche, ce qui n'est pas prouvé. Hein. Mais bon, admettons. Donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser duper par les gesticulations. Hein. L'idée d'étendre sans arrêt l'OTAN partout, bon, qui provoque des tensions absolument inutiles, la tentative, après la bataille, d'empêcher le gazoduc Nord Stream 2 de passer, enfin tout ça, ce sont des choses qui ont à voir avec les angoisses de la puissance déclinante, les États-Unis d'Amérique, et les angoisses d'un pays qui ne veut pas admettre que le nouveau rapport de force qui suit la fin de l'URSS tourne à son désavantage. Bon, voilà. Moi, je me représente ça, peut-être que j'ai tort, hein, mais je me le représente assez facilement. Alors après, ce qu'ils font en Afrique, bah, que tout le monde fait, hein, il y a une case libre, ils avancent. Il n'y a pas de case libre, ils attendent, voilà. Alors à nous de faire en sorte que nos relations avec l'Afrique rendent plus difficile la spoliation des Africains ou la nôtre. Mais sinon, l'Afrique, elle appartient aux Africains. Franchement, quand vous nous voyez là, à chaque fois je mélange, c'est pas l'Azerbaïdjan, c'est l'autre là, le Kazakhstan. Hein, pour avoir l'uranium du Kazakhstan, on est passé par la porte de service, on a déguisé notre président en ours de fin de collège, là, de fête de fin d'année. Vous vous rappelez de la photo, hein, c'est pas la peine que je vous la raconte. Il n'y a aucun Africain qui nous a obligés à mettre un pagne, hein, ou un boubou. Mais là-bas, si. Et on l'a fait. Ah bah oui. Moi, j'oublie rien de tout ça. Hein. Donc, les grands mots que je vois les uns et les autres prononcer, je les rapporte à leurs actes. Hein, les grandes positions
du président Macron. Résultat, on va se faire jeter dehors par un putschiste. Les grandes gesticulations sur l'indépendance de la France dans le nucléaire par le président Hollande, qui voulait à tout prix qu'on protège la production du MOX, ça s'est terminé là-bas à faire le clown déguisé. Donc, vous savez, à chaque étape, pourtant, j'en ai entendu sur ces sujets. Donc, moi, je suis pour qu'on revienne à des choses plus maîtrisables. Les Russes ne sont pas nos ennemis, les Chinois non plus. Ils sont la première puissance économique du monde, donc on discute. Et nous, Français, on discutera d'autant plus facilement qu'on sera indépendant. On l'a fait dans le passé. C'était quand même plus problématique quand il y avait l'Union soviétique et que nous, on était censé être au paradis capitaliste, que ça l'est aujourd'hui, où tout le monde est capitaliste dans ce secteur. Pouvez-vous me dire quel est l'intérêt de pousser les Russes dans les bras des Chinois? Est-ce qu'à l'évidence, les Russes ne sont pas naturellement partis du continent européen? Est-ce que la Russie n'a pas commencé à Kiev? Est-ce qu'on n'a plus aucune conscience historique, ni culturelle? On ne sait plus rien, on a tout oublié. Alors on peut continuer à faire des phrases sur la Crimée qui ne serait pas russe et que le Kosovo, lui, ne serait pas serbe. Alors, comment voulez-vous que dans une relation bilatérale, être pris au sérieux? Quand vous dites aux gens, vous n'avez pas le droit de passer la frontière, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons découpé. Et nous avons fait, je parle du Kosovo, et on a fait un référendum. Et il y a encore 5 pays qui ne reconnaissent pas le Kosovo. Alors nous, on l'a reconnu, mais laissez-moi y arriver, vous allez voir si on va le reconnaître vraiment. Parce que tout ça, on s'est mal comporté. Et comme on s'est mal comporté, moi, je mets en alerte, attends, je le fais comme on l'a fait pour l'Afrique. À la fin, vous ne savez plus comment vous dépêtrez de la situation si vous n'avez pas prévu une relation maîtrisée au départ. Pour ça, quand vous me parlez des Russes et des Chinois en Afrique, si nos relations ne sont pas maîtrisées au départ, à la fin, ça va mal tourner. Ça va être des bras de fer un peu partout, ou ce qu'on est en train de voir. Au Centrafrique, c'est les mercenaires russes qui, pour finir, ont mis tout le monde dehors. Là, on peut penser qu'ils vont aussi être au Mali, beaucoup plus influents qu'ils le sont aujourd'hui. On le sait tous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Il ne fallait pas se fourrer dans un pétrin pareil. Donc, c'est le même raisonnement à échelle plus ample. Et en Europe, je termine là-dessus, ne faisons rien. Surtout rien, surtout quand c'est moi qui le propose. J'ai vu que Madame Valérie Pécresse, maintenant, fait la même proposition que nous. Je ne sais pas si tu as vu ça, elle propose aussi une conférence des frontières. Parce qu'en Europe, l'Union européenne a des problèmes de frontières. Si les Écossais s'en vont de la Grande-Bretagne et font un référendum sur l'indépendance, qu'est-ce qu'on répond? Si les Catalans recommencent à faire des référendums, l'Union a répondu, vous ne serez pas dans l'Union européenne. Voilà qui est intéressant, personne ne nous a demandé notre avis. C'est nous qui sommes frontaliers. C'est donc nous qui dirons à la fin ce qu'on fera. Et de la même manière, si les Flamands décident, comme ils l'ont déjà dit, de se retrouver avec les Pays-Bas, tout ça peut paraître lointain, mais la vie politique des nations, ça ne se regarde pas sur 6 mois, ça se regarde sur 10 ans, sur 20 ans, sur un siècle. Supposez que les Flamands aillent au bout de cette folie, nous, qu'est-ce qu'on fait les Français? On n'a rien à dire. Donc on va attendre que tout soit décomposé au dernier degré pour à chaud traiter tous ces problèmes. On n'a donc rien appris du passé, des guerres en Europe et tout ça, on n'a rien appris, on recommence tout comme avant. Rapport de force, nombre d'avions, nombre de chars, et ainsi de suite. Moi, je considère que c'est absurde. Et là, je vous parle de la bonne partie du gâteau, c'est-à-dire chez les gens raisonnables qui ne mangent pas avec leurs mains. D'accord? Et après, quand vous allez à l'Est, vous tombez sur des gens qui se regardent en chien de fusil depuis 1000 ans. Et vous avez des Polonais excités comme pas possible contre les Russes, qui ont aussi un œil sur un bout de l'Ukraine. Tout le monde le sait ici, vous êtes tous des spécialistes de ces questions, vous le savez comme moi. Vous savez que la Hongrie aussi jette un œil sur un bout de l'Ukraine et aussi l'autre œil sur un bout de son voisin. Tout le monde le sait. Alors, quel est le sens de ce qu'ils sont en train de faire, de ce que nous voyons? Voilà. Quel est l'intérêt de cette dramatisation ridicule de la situation en Ukraine? On est dans une situation où c'est le pouvoir ukrainien qui dit « mais arrêtez de dramatiser, le risque n'est pas là où vous croyez ». Et où la réponse des Américains, c'est de dire « ah, ce type est une marionnette des Russes ». Et alors maintenant, ils se proposent d'en pousser un autre. Donc nous allons en plus nous rendre complices de je ne sais quelle opération à tiroir, de putsch ou de révolution de palais. Enfin bon, moi je vous dis tout ça pour essayer de placer le nôtre de discours comme un discours de raison et de maîtrise. Voilà. Tout ça nous paraît très déraisonnable. On essaye de le dire comme on peut. Hassan Eda du journal L'Usine Nouvelle. Monsieur Lachaud, vous nous avez indiqué... Du journal L'Usine Nouvelle. Ah oui, oui. Excusez-moi.
Monsieur Lachaud, vous nous indiquez qu'il n'est pas possible de poursuivre cette LPM. Est-ce que vous pouvez nous dire le principal reproche que vous lui faites? Cette LPM prévoit des hausses de crédits significatives dans les prochaines années du budget de la défense, plus 3 milliards sur plusieurs années. Est-ce que ces augmentations, vous les appuyez ou au contraire vous les remettez en cause? Enfin, une dernière question sur les exportations d'armes. On sait que la France va réaliser plus de 30 milliards de contrats sur 2 ans. Vous vous en félicitez, vous le regrettez? Faut-il appuyer les industriels dans ce mouvement-là? Donc déjà, la question de la LPM. Ce qu'on reproche à cette LPM depuis le début, c'est que cette LPM était faite dans un objectif comptable, de répondre aux exigences de Donald Trump d'avoir un budget de la défense de 2% du PIB. Donc ça, c'était l'objectif à échéance 2027. Force est de constater qu'avec la crise Covid, nous sommes déjà à 2% du PIB aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, si je voulais montrer le ridicule de la situation, on pourrait dire que cette LPM n'a déjà plus de sens, vu que son objectif principal est atteint. Au-delà de ça, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que cette LPM ne s'est pas basée sur un véritable livre blanc, mais sur une revue stratégique qui n'a pas repris les concepts et qui n'a pas engagé le renouvellement stratégique nécessaire pour faire face aux menaces de notre temps. Donc, on a une LPM qui est une LPM, comme diraient certains experts, une LPM de production, hein, donc c'est-à-dire on achète du matériel sans se poser la question de l'usage de ce matériel. Et dernière critique, c'est un peu facile pour le président Macron de dire on augmente de 1,7 milliard le budget de la défense tous les ans de mon quinquennat, mais pour le suivant, ça va être 3 milliards. Donc, c'est un peu faire reporter sur le suivant l'affichage d'une LPM très en hausse sur le budget. Et on pourrait compléter en disant que l'essentiel de la hausse de la LPM pour l'instant a été absorbé par l'intégration du surcoût OPEX dans le budget du ministère de la Défense en supprimant l'interministériel, et autre chose, par la décision du président, encore et toute seule, de renouveler nos composantes aériennes et océaniques de la dissuasion pour 2050-2080, et qui commence d'ores et déjà à se faire sentir dans le budget. Donc, cette LPM, elle était en faux semblant. Donc, à partir du moment où on dit qu'il faut repenser les choses en se basant sur notre vision géostratégique, force est de constater qu'il est nécessaire de reprendre la LPM. Donc déjà, on contestait la LPM telle qu'elle était, et aujourd'hui, à partir du moment où elle ne répond pas aux objectifs politiques que l'on fixerait à nos armées, il est nécessaire de la reprendre complètement. Sur les exports, mais sur les exports... Attends, oui, vas-y. Une petite seconde. Sur les 3 milliards, je me suis posé la question. Et finalement, j'ai trouvé que si je me situe dans l'hypothèse où c'est nous qui gouvernons, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup ils viendraient tous protester contre quelque chose qu'ils ont voté. À savoir que tous les ans, je décide de 3 milliards de dépenses militaires qui n'étaient pas prévues avant. Et que donc ça permet de changer des choses de manière assez lourde. C'est pas rien, hein. 3 milliards par an, c'est à partir de 2023. Donc le temps d'arriver, de défermer lacet, et ça y est, on s'y met, avec 3 milliards de plus tous les ans. Donc une bonne partie de ce que je viens vous dire, s'il y a des tournants à faire, c'est évident que si les 3 milliards ne sont pas consacrés à fabriquer des sous-marins qui seraient inutiles, ça donne de la marge de manœuvre. Donc c'est pas, moi je suis pas à cette étape, je ne dis pas on va dépenser plus, comme j'ai vu que je sais pas quoi, l'extrême droite ou la droite dit il faut dépenser plus. Je crois que c'est une manie, ils disent pas pourquoi faire. Je trouve ça quand même assez énorme. Mais ces 3 milliards-là peuvent être bienvenus. Ensuite, pour les accords, maintenant, il va d'abord... Quand vous dites qu'ils sont bienvenus, toujours dans le cadre de défense ou pour être placé ailleurs, excusez-vous? De la défense, puisqu'il faut changer tant de choses. Et de toute manière, on l'a toujours dit, y compris dans les premiers discours que nous avons faits contre cette LPM, l'objectif des 2% était aberrant dans le sens où il ne fixait pas d'objectif politique. Mais une fois qu'on a fixé les objectifs, si il faut mettre 3 milliards de plus tous les ans, eh bien, on a toujours dit qu'on était prêt à les mettre, et les choses sont très clairement dites. Pourquoi faire? Mais
si on veut avoir Lachaud comme moi, on est intervenu sur la cyberarmée. Alors bon, il y a un cybercommandement, mais au XXIe siècle, il y aura des cyberarmées partout. Bon, cela paye comment? Ça tombe bien, il y a des sous. Alors peut-être qu'au lieu de faire ce qui était prévu, on va faire autre chose, notamment par rapport à l'espace. Donc c'est pour vous dire que on n'aura pas la réaction pavlovienne parce qu'on vient de la gauche, dès qu'on parle de budget militaire, de dire ah non, 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 on va faire des écoles à la place. On fera des écoles et en plus on fera ça. Mais c'est pas une attitude braquée. Vous n'avez pas chacun son genre de beauté, hein, mais le nôtre c'est celui-là. Et ensuite sur les questions d'export, à partir du moment où on fixe l'indépendance de la France comme objectif, on ne peut pas accepter que notre budget militaire, que notre LPM dépendent du financement par le biais d'exportation. Donc, il n'est pas envisageable de se dire que on exporte pour exporter. Si on exporte, c'est parce qu'on a décidé d'exporter certains matériels à certains pays parce qu'on l'a décidé, mais qu'en aucun cas, notre industrie ne doit dépendre de ces exportations. C'est-à-dire que si on dépend, dit autrement, dépendre des exportations, ça veut dire que nous ne sommes pas indépendants. Donc, il est nécessaire de construire une BITD qui soit en capacité d'être indépendante, donc de ne pas dépendre des exportations, d'autant plus quand les exportations telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui ne respectent pas les traités que la France a signés. Je pense notamment aux traités sur le commerce des armes et notamment les pays qui sont impliqués dans la guerre au Yémen aujourd'hui. Donc, tout cela nous met dans une situation où la France ne respecte pas sa parole, les traités signés, et où elle est dépendante de pays dont on n'a pas vraiment envie d'être dépendant. Mais comment construire une BITD qui ne dépend pas des exportations? Déjà, on peut aussi sortir le commerce des armes de la règle générale, hein, c'est-à-dire que vendre des armes, ce n'est pas la même chose que vendre des baguettes de pain, quand même, à le dire la ministre des Armées. Mais aussi, ça veut dire construire un pôle public de l'armement qui ne réponde plus aux logiques du profit des grands groupes. Donc à partir de ce moment-là, on libère la pression sur ces industries et puis ensuite on construit un plan de charge national pour maintenir les compétences, maintenir les chaînes de production et permettre la viabilité de la BITD. Mais vous savez, l'économie d'armement, elle joue des fonctions différentes dans l'économie suivant le moment et qui la met en œuvre. Aux États-Unis d'Amérique, l'économie d'armement, c'est le volant d'entraînement de l'économie nord-américaine elle-même. Chaque fois qu'elle tousse ou qu'elle ralentit, ils mettent des sous là-dedans et ils produisent toutes sortes de matériels qui font tourner toutes sortes d'industries. Donc, perdons pas de vue que, même si c'est sinistre à entendre, mais creuser un trou et le reboucher juste derrière, c'est de l'activité. Donc, fabriquer des armements, c'est de l'activité. Et il y a toute une chaîne qui tourne autour de ça, qui fait tourner l'activité. Donc, il ne faut pas le voir seulement comme de l'eau qu'on verse dans le sable. Alors après, c'est vrai que ça peut représenter une charge pour un budget, mais tel qu'est le budget aujourd'hui, ça rentre. Moi, je me rappelle des chaînes. Combien d'années est resté le Rafale sans être vendu? Presque 20 ans, non? Au moins. Bon. Alors à la fin, Dassault venait pleurer tous les ans pour dire oui, mais ça continue comme ça, je vais fermer les chaînes. Bon, on lui disait bah non. Alors bon, il repartait quoi. Et il vendait des Falcons. La maison Dassault est équilibrée sur les Falcons, pas sur les Rafales. Voilà, c'est comme ça. Alors celui qui fabrique telle ou telle chose, il est capable d'en faire d'autres en même temps. Il y a moyen de faire. Mais vous voyez, il faut penser de ces choses. Moi, j'essaye de les penser parce que c'est des vraies questions que vous posez. Elles n'ont rien d'artificiel. Hein. Donc, si on n'y répond pas, c'est qu'on ne sait pas où on va. Mais compte tenu de ce que nous, on a raconté sur la bifurcation écologique, donc le changement des productions, des process de production et du reste, sans entrer trop dans le détail. Mais il est tout à fait clair que les chaînes de production, elles fonctionnent d'autant mieux que vous créez un marché. Je vais prendre un exemple lamentable, le radis bio ou la carotte bio. Si vous décidez que toutes
Ben voilà, comme ça, c'est plus simple. Ça fait moins. Non, mais c'est plus facile de parler de ça que d'autres armements. Donc, la carotte bio, si vous voulez que les gens en produisent, il faut qu'il y ait un marché. Et bon, on leur offre la cantine bio. Alors, du moment qu'il y a la cantine bio, ben, il y aura des carottes bio, des choux-fleurs bio et le reste. S'il n'y a pas de marché, il n'y aura rien. Parce qu'il n'y a tout simplement personne pour faire le boulot. Donc, si à l'intérieur d'une chaîne de production, la chaîne de production devient ample, vous avez un marché. Si vous faites par exemple une chaîne qui va produire, je ne sais pas moi, des turbines, ou bien des pales en matériaux composites, comme celle qu'il va nous falloir pour faire des machins qui font 120 mètres de long, des trucs qu'on met en mer là, les éoliennes en mer, la génération suivante, c'est des pales de 120 mètres. Là, on monte jusqu'à 90 maximum. Bon, fabriquer une pale de 120 mètres en matériaux composites, un jour, vous faites une pale pour l'éolienne offshore, puis le lendemain, vous la faites pour autre chose. Mais donc, ce qu'il faut voir à chaque fois, c'est comment la chaîne de production se met en place. Si on devait mettre une chaîne de production en place seulement pour fabriquer des matériaux composites pour la seule armée française, ça ne le ferait pas. Donc, alors peut-être que c'est pourquoi nous on parle de planification. Je ne vous dirai pas que j'ai la réponse à tout. Hein. Attention, on n'a pas les moyens de l'État pour présenter ici devant cette salle un plan de la planification de la production. Mais moi, je me suis beaucoup renseigné, Bastien de son côté, moi du mien. Du temps où je suis passé comme ministre de l'enseignement professionnel, j'avais pu voir le rôle que jouait un certain nombre d'entreprises de l'armement par rapport au reste de la production, métal, machines, moteurs et tout ça. Bon, vous voyez, à Toulon, on fabriquait les moteurs pour les bateaux. Alors, la caractéristique d'un moteur pour les bateaux, c'est que c'est un moteur comme un autre. À part que certains sont amphibies. Alors, il y a une spécialité amphibie. Mais ça ne change rien au moteur. Il est produit de toute façon. Bonjour, Aude Leroy, je suis indépendante. J'avais une question. Vous avez budgété toutes les propositions que vous faites, la garde nationale, la dissuasion, etc. Parce que j'ai vu nulle part, donc j'imagine que vous y avez pensé, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Ça va être fait. Il y aura une soirée. Non, mais attendez. Non, mais plaisantez pas, on est sérieux. Hein. Si c'est pas prévu, c'est que c'est prévu. Il y a un budget aujourd'hui des armées. On vous a dit qu'il y aurait 3 milliards de plus par an. Ça va, ça laisse de quoi faire. Ça laisse de quoi faire. Mais en général, le budget correspondant à l'avenir en commun, lui, il va être chiffré d'un bout à l'autre et présenté dans une émission comme on fait d'habitude. Celui des armées, idem. Idem parce que il y a quand même des gros morceaux. C'est pas tant le matériel qui coûte, c'est pas tellement ça, mais toute la partie conscription, par exemple, c'est quelque chose. Hein. Non, mais c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en disant on y va graduellement, parce que on pourra pas imaginer. Mettons, je suis élu en avril ou mai. Personne n'imagine qu'en septembre de l'année suivante, on va enrôler 700 000 jeunes, ce qui est une classe d'âge. C'est pas possible. Hein, d'abord, ses parents ne sauraient pas où les mettre, hein, et puis ni pourquoi faire. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de quelque chose qui est graduel. Mais quand vous dites on va faire une conscription et on prend du monde, je suis certain que s'il y a une ouverture de poste pour la rentrée de l'année 2022, conscription ou pas, on trouvera les gens. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, c'est aussi planifier la montée en charge. Je ne sais pas où on en est des locaux qui appartiennent à l'armée. Dans notre plan, on dit on ne fera pas d'effet caserne, sauf là où c'est strictement nécessaire. Là, c'est où strictement nécessaire? Je vous fais l'aveu, aujourd'hui, je ne sais pas où c'est strictement nécessaire. Mais on a marqué là où c'est strictement nécessaire pour pas dire non plus ça sera une colonie de vacances et vous restez à la maison. Ça, c'est pas possible. Il va arriver quand, du coup, le budget pour les armées C'est quoi la soirée budget? Tu le sais, toi, Colline? Je crois que c'est début mars. Et c'est le budget global de il y aura le financement de dedans. l'avenir en commun. Mais il y aura l'armée dedans, mais c'est pas. Voilà. Mais c'est une soirée télé, c'est quoi? Oui, c'est ça. On va voir où on en est avec ceux de nos amis qui s'occupent de planification. Parce que le projet, c'est une rupture avec la politique de l'offre. On ne croit pas à ça. Mais alors, on trouve fort de café que les gens qui sont partisans de la politique de l'offre, dont aucun n'est capable de dire quel va être le résultat.
sont incapables de pronostiquer si demain vous fabriquez un frigidaire à 3% moins cher, combien il va s'en produire et combien il va s'en vendre. Mais moi, quand je pars des besoins, on me demande, il faut quasiment financer chaque bouton de guêtre. Mais pourquoi pas? Donc, ce qu'il faut maintenant que nous sachions, c'est de quelle manière se répand. On dit, pour 1 euro investi, vous avez 1,3 € de production. Bon. Mais là, c'est pas 1 euro qui est prévu de mettre, c'est par milliers d'euros des gens au travail. La logique, c'est que le volant d'entraînement, c'est les gens au travail, qui payent des cotisations sociales et qui payent des impôts. C'est ça la logique. Et deuxièmement, un partage vigoureux de la richesse accumulée. Mais rendez-vous compte, madame, pour que les problèmes soient souvent moins compliqués qu'ils en ont l'air. L'année dernière, je disais que si on avait fait une année blanche pour les dividendes du CAC 40, ça faisait 1 million de personnes au travail pendant un an pour 2 000 € par mois. Imaginez-vous qu'avec les résultats du CAC 40 de cette année, c'est pas 1 million, c'est 2 millions de personnes. Donc vous voyez bien, imaginez-vous une situation où 2 millions de personnes réinjecteraient 100 milliards dans l'économie française, simplement avec leurs payes, leurs cotises, leurs machins, parce qu'ils ont acheté et tout. Vous voyez bien qu'on n'est plus dans le même modèle économique. Donc c'est une des difficultés qu'il y a pour nous à prévoir l'effet multiplicateur que produit la distribution de payes, de petites payes et de payes moyennes. Parce que 2000, ça équivaut au revenu moyen en France. Revenu, hein, pas salaire. Le salaire médian, c'est 1600. Le revenu, c'est 2000. Bon, alors ça, moi, j'attends qu'on me le sorte parce que j'ai besoin comme vous de comprendre où je vais, quoi, dans ce que je raconte. Parce que je ne ferai pas Ce qu'il y a de plus confortable que ce que j'ai connu en 1981, c'est qu'en 1981, la monnaie, c'était le franc. Donc, si votre résultat du commerce extérieur était pas bon, bah, fallait dévaluer. Alors, on s'en est tapé 3 en 6 mois. De dévaluation, plus un emprunt forcé. C'est quand même beaucoup. Là, c'est l'euro. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est dans un déficit du commerce extérieur qui nous aurait envoyés tous en prison il y a 40 ans. Je blague, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, ça fait rien. Le banquier central a injecté des milliards et des milliards et des milliards d'euros. Ça donne quoi? Un petit 3% d'inflation. Alors, ils poussent tous des grands cris. 3%. 3%. Mieux vaut 3% y être vivant que 0% y être tous morts. Donc, le banquier central, Drahi, a très bien fait son boulot. C'est pas souvent que je fais des compliments à un banquier central, mais il a fait ce qu'il fallait. Il a remis comme ça de la liquidité dans l'économie. Alors, évidemment, il va y avoir une inflation, mais elle vient pas en Europe de la masse monétaire. Hein. Elle vient de la transmission, de l'augmentation d'un certain nombre de coûts, les uns par spéculation, c'est le cas de l'énergie, d'autres parce que les chaînes de production se sont brisées. Donc, ce n'est pas une inflation qui est liée à la masse monétaire. Ça veut dire que la Fed peut continuer. Enfin, à mon avis. C'est bon, là? Merci à vous tous et tous.